De la France-Afrique, modèle de stabilité. Une soixantaine d'ethnies, une mosaïque gérée d'une main de fer par Houphouët-Boigny jusqu'à sa mort en 93. Les successeurs du vieux, comme on l'appelle, ne seront pas aussi prudents. La boîte de Pandore est ouverte, les démons ethniques font surface avec le concept d'ivoirité. La cible, l'opposant venu du Nord, Alassane Ouattara. En 2000, il ne peut se présenter à la présidentielle. Sa citoyenneté est jugée douteuse. Sont rejetés comme non conformes à la loi les déclarations de candidature de Alassane Ouattara. L'opprobre est jeté sur tous les noms à consonance malinque et plus largement les musulmans du nord du pays. Beaucoup prennent la fuite. Mais ici, maintenant, c'est trop dur. L'ivoirité, Laurent Gbagbo, président élu en octobre 2000, il s'en sert lui aussi, et toujours contre la même cible, Alassane Ouattara. La violence publique monte en puissance, campagne xénophobe, massacre de musulmans et d'étrangers, charniers, état d'urgence et couvre-feu. Un climat délétère où le pire se profile, un coup d'État préparé depuis le Burkina voisin. Les rebelles se font appeler Force Nouvelle. Originaires du Nord pour la plupart, ils passent à l'offensive le 19 septembre 2002. Nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. La rébellion échoue à renverser le pouvoir, mais s'empare de la moitié nord du pays. Entre les deux parties, le long de la zone de confiance, la France s'interpose militairement. Le camp Gbagbo accuse Paris de protéger les rebelles. Les esprits s'échauffent, la francophobie est à son comble. Et le 6 novembre 2004, à Bouaké, 2 chasseurs ivoiriens bombardent une base française. 9 soldats sont tués. Le statu quo s'installe et la présidentielle de 2005 est repoussée sine die. La communauté internationale se fait plus pressante. Les médiateurs se succèdent, mais pas de sortie de crise. En 2007 toutefois, une lueur d'espoir au sommet de Ouagadougou. Un gouvernement d'union nationale est formé. À sa tête, Guillaume Soro, le chef des rebelles. Nous pensons qu'ensemble avec les autres, nous allons faire en sorte que le processus de paix puisse connaître vraiment un aboutissement. 6 reports plus tard, le 31 octobre 2010, la présidentielle tant attendue, un espoir vite déçu. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient particulièrement à cœur, qui est le sujet de la violence en politique et la violence surtout des militants. Notre pays a connu plusieurs crises successives depuis la mort du président Houphouët-Boigny, le coup d'État de 99 qui, pour la plupart des sources, n'a pas fait de mort, les élections de 2000 qui ont fait plus de 60 morts avec notamment le charnier de Yopougon, les élections de 2010 qui, on le sait tous, ont conduit à une crise post-électorale avec plus de 3000 morts, et les élections de 2020 récemment où il y a eu plus de 80 morts dans différentes localités du pays. Donc aujourd'hui, la discussion qu'on va avoir à cœur ouvert, ça sera sur les raisons de la violence en politique. Et est-ce que tu peux essayer de me dire un peu comment est-ce que tu vois ce sujet-là? Avant de continuer, quand même, on a une pensée pour ces victimes-là et puis leurs familles. Les victimes, ceux qui sont décédés à l'occasion de ces différentes crises, mais aussi toutes les personnes qui ont été blessées, déplacées de guerre, qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont devenus veufs ou veuves, qui ont perdu des parents, etc., ou ont vu leurs biens être détruits ou accaparés. Donc on a une pensée évidemment pour toutes ces personnes-là. Je pense que, effectivement, il y a beaucoup de violence dans la politique en Côte d'Ivoire depuis une trentaine d'années, voire beaucoup plus même d'ailleurs. Mais en tout cas, l'histoire récente des élections a produit beaucoup de violence. Il y a beaucoup de facteurs qu'on pourrait identifier. Aujourd'hui, on a décidé de parler, oui, des militants, donc on va essayer de circonscrire la discussion autour d'eux. Comprendre
déjà, qui sont les militants? Qu'est-ce qu'on identifie comme étant militants? Qu'est-ce qui les amène à produire de la violence dans le cadre de leur activité militante? Et qu'est-ce qui pourrait aider à avoir une scène politique plus apaisée? Je suis Paul-Antoine et je discute avec Paul-Auguste de Paul à Paul. Au commencement de cet échange, je vais d'abord essayer de définir qu'est-ce qu'on entend par militant. Parce que le sujet est, on essaie de circonscrire le sujet sur la question du militantisme et de la violence des militants. Donc on peut parler de plein d'autres facteurs, il y en a, on peut parler de plein d'autres facteurs, mais ici on va essayer de se concentrer sur les militants. Et c'est quoi le militant? On le différencie d'un sympathisant, etc. C'est quelqu'un qui est membre d'un parti politique, qui a sa carte de membre de parti politique, qui participe aux activités du parti, qui est souvent en première ligne dans les meetings et qui a aussi, dans la plupart des cas, un devoir d'aller chercher d'autres membres, d'autres adhérents en essayant de promouvoir les idées de son parti. Donc, c'est ça le militant politique. Maintenant, la question qu'on va essayer de se poser, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on arrive, lorsqu'on a des élections, pourquoi est-ce qu'on arrive dans ce cycle de violence-là? Quelles sont les causes profondes? On va essayer de rentrer un peu plus en profondeur dans ce sujet pour que les personnes qui nous suivent et les personnes qui nous écoutent puissent avoir notre avis sur la question. Donc pour toi, c'est quoi les causes? Pour moi, en Côte d'Ivoire en tout cas, de la façon dont les partis politiques sont constitués et dont le militantisme donc, se constitue également, il y a un problème majeur que moi j'identifie, c'est que on a des partis politiques et des militants qui ne sont pas des militants idéologiques. Je veux dire, ça veut dire quoi? Très peu de personnes adhèrent à tel ou tel parti politique parce qu'il est en accord avec le projet politique proposé par le parti en question. Ce qu'on constate, c'est que... Il adhère pourquoi? Il arrive, c'est que ce qu'on constate, c'est que généralement, les gens adhèrent à des partis politiques, soit par filiation. Donc, mon père appartient à un parti politique, ou ma mère, enfin mes parents, donc j'y adhère aussi, de façon presque naturelle. Ou alors on y adhère parce que le leader du parti, ou bien les leaders du parti sont de ma région. Donc ça peut être ethnique, tribal, etc. Sont de ma région, donc je m'identifie à eux. Donc j'adhère à leur mouvement politique. Donc tu dis que les gens qui sont par exemple de l'Ouest sont presque tous du PIT. Non mais si tu regardes la base militante du PIT, tu verras que la base militante, ce sont des personnes qui viennent de là. Okay. Parce que si tu veux, de façon entre guillemets presque naturelle, le leader ou bien celui qui a fondé le parti et ses acolytes vont commencer à recruter des militants autour d'eux, géographiquement. Donc ils vont commencer par leurs parents, dans leur village, etc., essayer de mobiliser les gens. Et ça se construit donc comme ça. La base militante vient d'une région, donc ce sont des adhésions quasiment identitaires. D'accord. Et pour moi, en fait, c'est ça le projet. Jusque-là, je te suis, mais je ne comprends pas. En quoi est-ce que le fait que ce soit des personnes qui sont de la même région, par filiation, etc., pourquoi est-ce que ça conduit à de la violence? Ça conduit à la violence parce que quand tu as une adhésion identitaire à un mouvement ou à un parti politique, l'intensité passionnelle que tu vas mettre dans ton engagement est fondamentalement différente de si c'était un engagement idéologique. Pourquoi? Ça se construit, l'opposition se construit de telle sorte que je vais prendre deux tribus voisines, disons, qui appartiennent au même État, à la même nation, qui ont chacune leur parti politique. La vision que chaque partisan aura, c'est nous, notre tribu, contre eux, leur tribu à eux.
Donc, on doit défendre nos intérêts par rapport à leurs intérêts. C'est pas... Je pense que la société doit être organisée de cette façon-là. L'économie, comment est-ce qu'il y a la redistribution, etc. Ça doit être organisé de cette façon-là. Donc, je milite dans tel parti qui promeut ces valeurs-là. C'est vraiment une question quasiment existentielle. Pour que ma communauté survive, il faut que mon parti soit au pouvoir. Et donc, ça, en fait, ça t'amène à avoir un engagement qui est beaucoup plus extrême, qui peut aller beaucoup plus loin que si c'était uniquement, je sais pas, des discussions sur le taux de, je sais pas, d'imposition qu'il y aurait. Est-ce que, par exemple, il faut imposer les riches pour qu'il y ait une redistribution ou pas? Ou la politique étrangère, le panafricanisme. Est-ce que, par exemple, on doit être panafricain ou pas? Ça, c'est des discussions qui se passent dans un cadre idéologique. Comment est-ce qu'on conçoit la société? Mais quand c'est vraiment une question de survie quasiment, quand c'est comme ça que les gens le vivent, ils sont prêts à aller beaucoup plus loin pour assurer leur bien-être et le bien-être des leurs, en fait. Donc, ça crée au sein de la nation un nous contre un eux qui appartient aussi à la même nation. C'est pour ça que, à l'extrême, à un moment, ça a causé une guerre civile, par exemple, en Côte d'Ivoire ou dans d'autres pays. Parce que les gens sont vraiment dans une défense de leur identité. Et pour moi, c'est ça le creuset de la violence qu'il peut y avoir dans la politique en Côte d'Ivoire. C'est qu'on est encore trop ancré dans des identités plutôt que ancré dans des idéologies, dans des visions d'une société ivoirienne unie. Okay. Et ça crée justement des politiques où à un moment on va essayer de faire du rattrapage ethnique, et de rattrapage en rattrapage finalement, on ne cesse de créer des frustrations. Et ces frustrations-là s'expriment par de la violence à un moment. Voilà pourquoi j'ai fait cette différence-là. Et pour moi, c'est vraiment le fondement des violences qu'on peut avoir autour des élections, mais même quand il n'y a pas d'élection, il peut y avoir des violences aussi qui arrivent. Ok. Moi, mon avis sur la question, c'est que je suis d'accord sur ce que tu expliques. Pour moi, la cause principale, je pense que ça en fait partie, mais moi, mon approche ou ma vision des choses sur la question, c'est plus le fait que les militants ne soient pas suffisamment formés. Je pense qu'il y a un vrai gap entre ce que la démocratie exige pour s'exercer pleinement dans les conditions dans lesquelles elles sont censées apporter le pouvoir au peuple. Il y a des conditions préalables de formation que les partis politiques et les militants n'ont pas. Ça veut dire que je ne sais pas si la raison principale, c'est que les militants ne cherchent pas à se faire former plus que ça pour comprendre les idées. Moi, je vais te donner un exemple. J'ai un ami proche que je connais qui est membre du PDCI-RDA. Et une fois, je lui ai posé la question de savoir, parce que le président Tidjane Tcham, je pense qu'on aura l'occasion de revenir sur ça quand on va parler des différents programmes. Mais il parlait de mettre en place un système de retraite par capitalisation, à la différence de la retraite par redistribution. Répartition. Par répartition, merci. Donc, je lui ai posé la question de savoir, est-ce qu'il sait d'abord c'est quoi un système par répartition ou c'est quoi un système par capitalisation? C'est quoi l'avantage d'avoir un système par répartition? C'est quoi l'avantage d'avoir un système par capitalisation? Il ne savait pas. Donc c'est quelqu'un qui est très instruit, enfin, c'est pas, je trouve que c'est un militant qui a les capacités d'aller beaucoup plus loin dans sa réflexion, par exemple. Et je trouvais que les gens n'étaient pas suffisamment formés. Donc, quelqu'un qui n'est pas suffisamment formé, j'ajoute à ça le fait que si tu es dans une situation qui est souvent précaire, que ce soit pauvreté, tu n'as pas d'emploi, etc. Si tu es dans cette situation-là, tu es une proie facile à quelqu'un qui voudrait t'instrumentaliser.
Donc, je pense que les gens, les militants politiques font le jeu des leaders politiques qui les instrumentalisent parce qu'ils ne sont pas suffisamment formés. Ils ne sont pas suffisamment formés d'une part et ils n'ont pas accès à... souvent, ils n'ont pas accès au... j'ai envie de dire au nécessaire pour être totalement libre du parti, pouvoir s'émanciper, penser par eux-mêmes et ensuite adhérer à l'idéologie que le parti promeut. Donc pour moi, c'est davantage ça. Quand tu parles par exemple de formation du militant, sur l'exemple que tu prends, est-ce que toi par exemple, c'est parce que tu as reçu une formation d'un parti politique que tu es au courant du sujet par exemple? Non. Que tu en as connaissance? Non. Moi, Je parle de responsabilité. Oui. Est-ce que la responsabilité de la connaissance des sujets incombe au parti politique ou est-ce qu'elle incombe, c'est une responsabilité personnelle du militant lui-même? Et du citoyen par extension? Je pense que c'est d'abord la responsabilité du militant et ensuite celle du parti. Parce que les partis politiques ont aussi un devoir de formation. Bon, sur ton exemple, pour moi, la responsabilité ici du parti, ça serait que si nous avons établi un programme, un projet de société, il faut que nous assurions que tous nos militants sont en mesure de le comprendre, et de le promouvoir. Comme tu définis ça dans la mission de promotion, il faut qu'ils puissent déjà avoir connaissance eux-mêmes suffisamment claire de ce qu'on propose pour pouvoir en parler. Donc, pour moi, c'est dans cet ordre-là. D'abord, toi, en tant que militant, tu t'informes parce que si tu es militant, c'est que tu es intéressé par la question politique. Et ensuite, une fois que le parti a défini sa ligne, il est en devoir aussi de permettre à tous ses partisans, ses militants, d'avoir une compréhension claire de cette ligne-là pour pouvoir en faire la promotion. Ok. Mais toi, je trouve que justement, c'est à ce niveau-là que ça génère de la violence. Le fait qu'il n'y ait pas assez de formation. Moi, je trouve que si tu prends quelqu'un qui est formé sur des sujets, il a la capacité d'avoir suffisamment de recul sur les questions pour savoir si oui ou non la violence devient légitime. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des cas où la violence est légitime? Ouais, mais ça, c'est une question qui est beaucoup plus philosophique. Je ne sais pas si j'ai envie d'aller sur ce sujet-là. Mais par contre, je pense que plus tu as des personnes qui sont formées et qui sont capables d'avoir une réflexion, c'est ça le thème réflexion, c'est-à-dire revenir sur soi-même, qui sont capables d'avoir une réflexion sur les sujets, ils peuvent juger de la pertinence ou pas du discours politique. Donc, ne pas directement tomber dans des problèmes de violence. Si tu es suffisamment instruit sur la question de savoir à quel moment, je reviens sur le sujet de la nationalité d'une personne, par exemple. Tu sais que il y a des règles. La règle te dit qu'il y a un conseil constitutionnel, par exemple, qui va statuer si une personne est éligible ou pas. Dans les conditions d'éligibilité, il y a le fait, par exemple, d'être ivoirien. Donc, si on t'a suffisamment formé, quelqu'un qui viendrait mettre au devant l'argument de dire mais telle personne n'est pas ivoirienne, telle personne est je sais pas, malien, telle personne est ghanéen, ça n'a aucune espèce d'importance parce que la règle va te dire qu'il y a un organe qui est chargé de déterminer si la personne peut être candidate ou pas. Donc il n'y a pas besoin de verser le sang de quelqu'un pour cette raison. C'est pas parce que quelqu'un il semble de ton niveau que la personne n'a pas la nationalité adéquate que c'est effectivement le cas. Il faut que les gens puissent comprendre que c'est un état de droit
il y a des règles, apprendre aux gens à comprendre l'enjeu, respecter les règles, dans ce cas-là, il n'y aura pas de violence à mon avis. Donc je pense que plus les gens sont formés, moins il y a de violence. En fait, je pense que dans ton exemple, il y a un préalable, c'est qu'on ait confiance dans les institutions. On ait confiance dans les institutions. De si mon candidat sera retenu ou pas. Parce que ça aussi, même si je connais toutes les règles, je peux avoir une méfiance envers l'institution même. Oui. Mais l'autre point que je voulais souligner, c'est que tu poses en préalable que toute personne suffisamment formée n'arrivera pas à générer de la violence. Pourtant, en fait, la formation va permettre de résoudre toutes les questions qui pourraient avoir suffisamment de conflictualité pour qu'on décide Quand on arrive, oui. D'arriver à la violence. Oui. Il y aurait pas mal d'exemples où justement les gens estimaient que la situation était, des gens très informés justement, la situation était tellement délétère qu'il fallait aller à la violence parce qu'ils étaient face en fait à des... Oui. À une opposition soit violente, soit avec des intentions violentes. Donc, c'est pour ça que je te posais la question sur à quel moment est-ce qu'elle est légitime. Parce qu'il peut y arriver des cas où, légitimement, les gens estiment qu'ils doivent exercer de la violence à un moment donné sur telle ou telle personne ou institution, enfin, de telle ou telle façon. Maintenant, la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que, parce que j'entends bien l'argument que tu donnes sur le fait que même si on est suffisamment formé, il peut arriver des cas où on estime, et c'est justement parce qu'on est suffisamment formé qu'on estime que la violence devient nécessaire. Donc il faut, il n'y a pas d'autre moyen. Vous connaissez le fameux sigle TINA de Margaret Thatcher, There is no alternative. Est-ce que tu penses que le problème peut venir du fait que par nature les gens soient militants? Parce que je sais que tu m'en avais déjà parlé. Effectivement, ce sujet-là même du militantisme, il est venu d'une lecture que j'ai faite qui parlait, enfin c'est une note de Simone Veil où elle parle du fait qu'il faudrait supprimer les partis politiques. Okay. Parce que dans leur fonctionnement même... Là, on rentre dans la partie plus philosophique du... C'est pas forcément philosophique, mais j'ai essayé de rendre ça concret. Dans le fonctionnement même du parti politique et de comment est-ce que le militant se constitue comme militant et ce qu'on lui demande de faire, ce qu'on attend de lui, il y a, bon c'est ce qu'elle dit, hein, il y a une sorte de totalitarisme du parti politique qui fait que finalement, on devient... Parce que pour moi, quand tu rentres dans un parti politique, encore une fois, si jamais tu es rentré dedans de façon idéologique, et ça c'est le postulat dont elle partait, c'est que tu penses que pour le bien de la société dans laquelle tu évolues, il faudrait l'organiser de telle ou telle façon. Ça, c'est ton idéologie. Et tu vas détailler ça selon comment est-ce que vous vous situez. Et en rentrant dans un parti politique pour défendre cette idéologie-là, on finit par obéir à des mécanismes. Par exemple, il y a une hiérarchie. Okay. Quand le comité central, le bureau exécutif, appelle ça comme tu veux, en tout cas ceux qui dirigent le parti, ont donné la ligne, il n'y a pas de place pour une contradiction d'un militant de base. Tu vois, on est vraiment, on s'aligne sur la ligne du parti, de la direction, ou alors on va voir ailleurs. Okay. Parce que si tu n'es pas aligné sur la direction, qu'est-ce que tu fais avec nous? Donc ça crée cette radicalité-là. Et plus on se radicalise comme ça, dans un parti ou dans un autre, on finit par perdre de vue l'objectif de base. L'objectif de base, c'est qu'il faut qu'on prenne les décisions, les mesures, mettre en place tout ce qu'il faut pour que la société aille vers un bien. Okay. Donc finalement, le bien du parti se substitue au bien de la société. Oui, c'est ce que je dis. Donc c'est pour ça que pour moi, à un moment, on va plus forcément penser est-ce que pour la société, il serait bon qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. C'est est-ce que pour mon parti, pour l'intérêt propre de mon parti, il serait bon qu'on fasse ci ou qu'on fasse ça. Et donc on pourra exercer des violences sur des gens qui appartiennent à cette même société qu'on prétend vouloir préserver et à qui on prétend vouloir faire du bien. C'est là en fait qu'il y a une contradiction fondamentale même du fait d'appartenir à un parti politique. Ok, mais ce que je comprends, c'est que dans l'explication que tu donnes, il y a peut-être un déficit de tolérance.
De qui? De la part des militants. Parce que, à mon avis, ce n'est pas parce que tu as une idéologie, tu es ancré dans ton parti, tu es convaincu que c'est la façon dont il faut faire, que tu ne dois pas avoir de tolérance envers des avis qui sont contraires. Là, tu parles de l'exemple que je donnais sur les dirigeants et les militants de base ou bien Non, par rapport aux autres partis? Oui, de la tolérance par rapport aux autres partis. Donc, si tu as suffisamment de tolérance par rapport aux autres partis, mais la violence ne devient plus légitime. D'ailleurs, pour moi, la violence ne devient même plus une alternative. C'est un débat d'idées à la suite de laquelle tu comprends, parce que moi, je pense que il y a un point qui est aussi fondamental, c'est la capacité que tu as à reconnaître l'argument de l'autre, même si tu n'y adhères pas forcément. C'est-à-dire de reconnaître que, en partant d'un point A, de ce postulat A, en ajoutant l'argument B et C, on puisse raisonnablement arriver à une conclusion D. Donc, plus tu arrives à développer cet esprit-là d'ouverture et de tolérance qui, pour moi, devrait être enseigné dans les partis politiques, cet esprit d'ouverture et de tolérance, c'est plus légitime. C'est-à-dire qu'on ne doit plus arriver à une société ou à des militants qui, par nature, à des militants qui vont finir par être violents du fait qu'ils soient militants. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Les militants, effectivement, ont une grande responsabilité en tant que militants de partis politiques de proposer des idées nouvelles pour un bien-être collectif. Et pour cela, en effet, ils ont besoin de formation, ils ont besoin d'avoir une très très fine compréhension de la société dans laquelle ils évoluent pour pouvoir proposer des solutions adaptées aux réalités et puis ne pas rester dans des postures idéologiques, mais vraiment aller résoudre des vrais problèmes que les gens ont. Et je pense que plus on va se concentrer là-dessus et concentrer les efforts sur la recherche de ces solutions et de ce bien-être, moins on sera dans la manifestation de violence. Parce qu'on sera moins concentré sur l'acquisition ou la conservation d'un pouvoir, mais plutôt sur comment est-ce qu'on s'assure que les institutions démocratiques, les projets de loi, les projets politiques même que les opposants ou le parti au pouvoir développent permettent d'arriver à un mieux-être collectif. Bon, vraiment, c'est ça. C'est peut-être un peu angélique de le dire comme ça, mais pour moi, les militants ont cette responsabilité-là. Sur les cas dans la sous-région, on a eu récemment les élections au Ghana. Précédemment, on a eu les élections au Sénégal qui ont été très commentées et beaucoup appréciées par beaucoup de gens parce que le Sénégal, qui faisait office de l'un des modèles de démocratie dans la sous-région, a connu des violences où justement les leaders du parti d'opposition sont allés en prison. Oui. Ils ont finalement pu sortir et puis participer aux élections et gagner. Et ça a montré la résilience des institutions démocratiques dans ce pays-là. Et ça a montré aussi le fait que nous sommes tous fragiles face à ce danger qu'est la violence et les tentations autocratiques des pouvoirs en place. Et donc c'est aussi une alerte pour tous, pour que tous les militants se disent gardons en tête et en mémoire le fait que les choses peuvent mal tourner, et même dans les pays qui semblent les mieux outillés pour préserver une démocratie paisible. Et je pense que là où c'est extrêmement important, c'est qu'il y ait des personnes qui acceptent de se sacrifier pour qu'on ait des élections apaisées. Je pense qu'il faut... Se sacrifier dans le sens... se sacrifier dans le sens de... On peut accepter le fait qu'il y ait des élections et qu'on les perde. Il faut pouvoir créer ce précédent.
Une fois qu'on aura créé ce précédent dans la mémoire collective, aux yeux de tous, ce que l'histoire retiendra, c'est qu'on est capable de le faire. À ce moment-là, plus personne, à mon avis, ne va accepter qu'on puisse revenir dans ce type de cas de figure-là. Lorsque Abdoulaye Wade perd les élections et qu'il appelle Macky Sall. Macky Sall pour le féliciter, c'est déjà en soi quelque chose qui marque les esprits. Lorsque au Ghana, pareil, le président perd, enfin le candidat perd et le gagnant, enfin, il peut appeler l'autre pour lui dire félicitations, ça crée déjà une sorte de précédent et on voit que c'est possible de le réaliser. Moi, je pense que le jour où on va arriver à faire des élections apaisées, sans violence, je pense que ça sera vraiment difficile de revenir dans ces travers-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Merci beaucoup d'avoir suivi cette conversation. On espère que de votre côté, vous êtes aussi partisans de la non-violence. Il y a des élections qui arrivent en 2025. On va prendre le temps de discuter des idées, des projets de société des différents candidats. Mais il faut qu'on puisse promouvoir aussi le fait de sortir de la violence, de faire de la politique d'une façon beaucoup plus apaisée, sortir des passions. Et on espère qu'à travers cette discussion, vous aussi, vous pouvez prendre part dans les commentaires pour nous donner vos avis, vos commentaires, enfin, vos impressions. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner surtout et à partager autour de vous si vous aimez le contenu que nous produisons. C'était Paul Auguste et j'ai discuté avec Paul Antoine de Paul à Paul.